Bonsoir et bienvenue. C'est le dernier jour de cette semaine. Nous sommes très heureux d'être en votre compagnie aujourd'hui. Alors, c'est un vendredi au pas de course avec des sujets intéressants. Tiens, le premier sujet, on parlera de la présence du chef de l'État au Salon du Livre. C'était donc au Parc des Expositions hier. Il a mis le baume au cœur de tous les exposants. Merci d'être avec nous. On démarre maintenant. Merci d'être avec nous encore une fois aujourd'hui. Herman Aboua, bonsoir. Bonsoir Christelle. Oui, Je voulais saluer le forum Réconciliation à San Pedro avec tous les acteurs dedans. Ils aiment bien Live TV. Merci beaucoup. Écoutez, avec nous aujourd'hui est Lino Kofi. Vous représentez la télé d'Orange et on parlera d'une série casting pour maman tout à l'heure. Bonsoir. Bonsoir Christelle. Élisée Boloube, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir chers téléspectateurs. Marius Komoué, bonsoir. Christelle. Bon retour, vous n'étiez pas là hier. Exactement. Merci. Bienvenue à tout le monde. Bienvenue aux téléspectateurs, aux téléspectatrices. Je suis là Très aujourd'hui. bien. Barry, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir les amis, bonsoir chez vous. Alors, j'étais disant donc à l'entame de ce temps d'antenne que le président de la République a fait un tour aussi là, c'était hier, le Salon du Livre d'Abidjan 2024 qui draine du monde. Et je pense que les exposants et tous les visiteurs ont dû être surpris de voir le chef de l'État et son épouse en train de visiter les stands. Messieurs, quelle lecture en faites-vous, Herman ? Moi, je pense que, apparemment, selon les nouvelles qu'on a reçues, ce n'était pas attendu. De façon surprise, il allait aussi là. Et ça a créé un certain engouement. Moi, je pense que ces genres d'initiatives, comme le SILA, le Salon Ivoirien du Livre d'Abidjan, lorsque il y a un soutien institutionnel de cette taille-là, c'est pour encourager tous les acteurs qui travaillent à ce que nos enfants puissent avoir de belles œuvres. La lecture revienne au goût du jour. Ouais. Et quand le premier responsable du pays, le premier responsable s'y met, je crois que ça donne un signal fort. Je crois que ceux qui étaient là-bas, surtout qu'aujourd'hui, on constate que 70 à 80% du marché du livre en Côte d'Ivoire, c'est détenu par les œuvres scolaires. Donc, ça va permettre certainement aux acteurs de solliciter auprès du gouvernement beaucoup plus de soutien, d'appui. C'est intéressant. Élisée Boloube, votre regard sur cette visite-là? Oui, à la suite de Marius, je voudrais que c'est... Non, c'est Herman. Pardon, à la suite de Herman. C'est vrai que vous aimez beaucoup Marius. Excusez-moi. Oui, Marius, c'est le doyen, donc très souvent, on prend ses conseils. Donc, on a souvent l'impression qu'on est avec lui tout le temps. Voilà, donc je disais, à la suite d'Herman, c'est de dire vraiment... de saluer cette initiative du président de la République. Vous savez, moi, je pense que dans une société, il y a des secteurs qui, pour moi, sont des secteurs vitaux. Et où, vraiment, je veux dire, l'institutionnel ou la République doit pouvoir orienter les pensées. Ceux-là qui font ce travail d'esprit, d'écrire des livres, c'est ceux-là qui détiennent la mémoire culturelle et l'histoire même du pays. Donc, c'est ce genre de salon-là, au plus haut niveau de la République, quand on a un soutien pareil, je pense qu'il n'y a rien de plus intéressant que ça. C'est une manière aussi d'orienter. C'est un message que le président donne. Un message fort. Oui, c'est un message pour dire que c'est vrai, les livres, peut-être dans une certaine opinion, semblent être passés, mais les livres restent un outil important dans le développement culturel et sociologique d'une nation. Très bien. Barry, comment appréciez-vous cette visite du chef de l'État aussi là? C'est toujours un acte salutaire de recevoir le premier des Ivoiriens, c'est-à-dire le chef de l'État, à un salon comme le SILA, parce qu'Élisée l'a dit, le livre, la lecture même, c'est un élément de réussite pour moi, parce que moi, je suis passionné de lecture. Donc. Et puis, ce que j'ai retenu de ce que j'ai vu de la visite du président, c'est aussi la communion qu'il a eue avec un certain nombre de jeunes qui ont pu partager ces moments-là, parce que le président de la République, ce n'est pas tous les jours que vous l'avez à proximité. Donc, ce sont des choses qui vous marquent à vie. Et c'est normal et c'est encouragé. J'espère qu'au-delà du président, d'autres personnalités marquantes feront un tour là-bas pour encourager les auteurs et les maisons d'édition. Très bien. Et ça finit demain. On a vu donc le président avec Serge Billet. On l'a vu avec Marie-Laure Engoran, voilà, de RTI 1, du journal. Selon vous, quel serait in fine l'impact d'une telle visite pour l'évolution de la lecture en Côte d'Ivoire? Mais
D'abord, il faut rappeler que la littérature ivoirienne est riche donc, de sa culture et de son esthétique. Et donc, la présence du couple présidentiel à un tel événement qui est en fait le Salon international du livre d'Abidjan est la marque que voudrait imprimer l'exécutif en cautionnant justement cette cérémonie, cet événement, et en encourageant, à la limite même, c'est un appel à l'ensemble de nos concitoyens à aimer la lecture, à aller vers la lecture, parce qu'on ne peut développer un pays qu'à travers également la lecture. Un élève, un étudiant, un apprenant qui passe plus de temps à lire est 1000 fois mieux formé que n'importe lequel des élèves qui passe son temps à faire des exercices, c'est bien. Mais faire des lectures, ça complète encore la formation estudiantine, la formation scolaire de nos enfants. Et donc, la présence du président de la République et de son épouse certifie donc, au niveau de l'exécutif, la volonté manifeste des pouvoirs publics d'amener les populations ivoiriennes à aimer le goût, à avoir le goût de la lecture. Très bien. Merci beaucoup, Marius. Et en tout cas, félicitations aux initiateurs du SILA. Bravo. On croit encore que le SILA 2025 sera encore très, 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 très rayonnant. Parlons maintenant donc avec la TV d'Orange. Je l'ai annoncé tout à l'heure. C'est Monsieur Lino Kofi. Vous êtes le représentant de la TV d'Orange et vous êtes là pour nous parler donc de cette série qui démarre bientôt sur la FTV, Casting pour une maman. Pourquoi avoir donc joint votre image à ce projet? C'est le rebonsoir. Mon plaisir, bonsoir. À tous les téléspectateurs. Oui. Orange Côte d'Ivoire, à travers la TV d'Orange, est très fier de se retrouver sur ce plateau aujourd'hui pour le lancement, sinon pour la présentation d'une nouvelle série. Vous le savez, on est assez coutumier de ce plateau. À travers nos coproductions, je peux citer de tête Maquisard, Isabelle, l'affaire Bomblin et récemment les Perles de Babi. Nous sommes résolument engagés dans l'accompagnement du cinéma ivoirien et c'est pour cela encore que nous avons témoigné cet engagement-là à travers l'accompagnement de la série Casting pour maman qui traite, je pense que le réalisateur il est là, il pourra nous parler un peu plus dans le détail, mais effectivement nous on a été séduits par ce programme pour des thématiques qu'elle traite. La trame et tout ça. Exactement, et pour la qualité de réalisation également. Alors, je vais devoir, avec la réalisation, si nous sommes prêts, on peut avoir donc juste un bout de la bande-annonce. Pas encore, très bien. Ma maman est belle, mais elle est seule à s'occuper de mon petit frère et moi. Pourquoi à chaque fois que j'ai une relation, il faut que tu viennes jouer les troubles fêtes? Le mariage est prévu pour quand? Le plus tôt possible. C'est très difficile pour moi de savoir que tu vas épouser une autre femme. Tu n'as jamais vu un homme aller demander la main d'une femme juste pour coucher avec elle? La viande qu'elle a et la viande d'hier, c'est le même goût. Tu me fais autre chose. Votre femme a porté plainte contre vous pour violence conjugale. Je jure de ne plus jamais me laisser brutaliser ni violer par un homme. Je t'ai dit que je suis en instance de divorce. T'offrir une voiture pourrait me nuire. Tu peux comprendre ça au moins? Mais que... Y a pas de mecs qui tiennent. Je vous aime, vous deux. Oh, Bakassou, copie. Si tu veux pas que j'accouche ici, là, faut passer, on va partir. Qu'est-ce que vous me voulez? Non, mais qui? C'est pas ce que tu crois. Tu ne me connais pas. Et comme ça, tu veux m'épouser. Dis-lui non. Moi, je connais des hommes qui vont te donner plus de 3 millions sans voir ton caleçon. Qui? Là, j'ai besoin d'écraser le piment maintenant. Vous cherchez qui? Une certaine Ki Thérèse. Monsieur Jules Kwasi-Yovois. Bonjour, Madame Ki. Pouvez-vous organiser un casting pour un mari pour maman? Attends, mais ça devient inquiétant tout ça. Donc toi, Abidjan va te draguer. Casting pour maman, la nouvelle série à ne pas rater à partir du 13 mai sur Live TV. À partir donc du 13 mai, une comédie romantique de 26 épisodes en 26 minutes. Alain Guécou, bonsoir. Merci d'être venu. Trop de questions pour vous. Je commence par la première. Qu'est-ce qui vous a inspiré donc à l'écriture de ce projet? D'abord, merci de me recevoir sur ce magnifique plateau. Merci. Un hommage aux femmes. Ouais. 1949, il y a des braves femmes qui ont marché sur Bassam. À leur tête, Série Marie Corée, qui ont libéré les hommes politiques. Et c'est grâce à ces femmes-là
que la Côte d'Ivoire évoluait. Donc pour moi, c'était super important de pouvoir rendre hommage à ces femmes fortes et même aux femmes modernes de maintenant, comme Laetitia Ncho. Enfin, si vous avez suivi le générique de début, vous verrez que je fais un clin d'œil aux femmes. Et aussi, pour la petite histoire, j'ai aussi rendu hommage à une femme peu connue, mais plus connue par moi, car c'est ma mère. Et elle porte, Fatouré porte le nom de ma mère, qui est Thérèse. Oh, c'est magnifique. Bah, écoutez, messieurs, Herman, Marius, Barry, commençons par Herman. Je vais me lancer. Casting pour maman, lorsqu'on regarde cela, quand on a écouté la jeune actrice la plus petite qui appelait à ce qu'on vienne faire un casting pour sa maman, quel est le message que le réalisateur veut passer à la société? Comme on le dit, c'est une comédie romantique. C'est l'histoire d'une femme célibataire, une mère célibataire qui n'arrive pas à se marier et ses enfants décident, sa fille décide de chercher un mari pour sa maman. Mais aussi, il faut aussi dire que ça parle de 3 femmes. C'est le tableau de 3 femmes, 3 sœurs, 3 voisines qui se battent chacune comme elles peuvent. Il y a une qui est battue, qui ne fait pas d'enfant. Il y a une qui est influenceuse, genre, comme on le dit, une femme influenceuse, une femme battante. Et il y a une qui est une mère célibataire. Et elles affrontent les aléas de la vie. Chacune dans son univers. Voilà, chacune dans son univers. Barry? Alors, je veux savoir, j'ai 2 questions. La première question, c'est comment vous avez fait le casting pour les acteurs? Et deuxièmement, est-ce que le film il est seulement tourné en Côte d'Ivoire ou il est tourné ailleurs aussi? Je vais commencer par la première question. D'abord, le film, c'était un film, je l'appelle All-Star Game. C'est une Dream Team parce qu'il y a tellement de stars dans le film. Il y a ces célébrités qui n'ont pas forcément comme métier le cinéma. Ouais. Voilà, mais on a voulu aussi ouvrir quand même le casting. Et aussi, c'est vrai pour les 3 actrices principales, il y a Fatouré qu'on connaît très bien, mais j'ai voulu aussi mettre en avant de nouveaux visages. C'est très important. Ange Mbakou et Laurie Joséphat. Très bien. Il y a une question. Marius? Et la deuxième question, on l'a tournée exclusivement à Abidjan. Ah d'accord, très bien. Alors, je voudrais donc me permettre de vous demander, bien évidemment, nous sommes en Côte d'Ivoire et en pareille circonstance, surtout dans le cadre du tournage de certains téléfilms comme les vôtres, on rencontre un certain nombre de difficultés. En avez-vous rencontré? Si oui, alors quel effet vous escomptez avec justement ce téléfilm? Les difficultés, elles sont les mêmes. Je pense que quelles que soient les périodes, quel que soit le budget, parce qu'à chaque fois qu'on pose une question de difficulté à un producteur ou à un réalisateur comme moi, on pense surtout budget. Oui, budget, mais également matériel recrutement des acteurs. Mais c'est le budget qui fait tout ça. Exactement. Quand on a le budget, on peut recruter Leonardo DiCaprio. Exactement. Mais quand on n'a pas le budget pour recruter Leonardo DiCaprio, on a de la matière ici. On a Fatouré, on a Kane Maoula qui jouent, qui ont les mêmes valeurs, qui ont les mêmes qualités que tous les acteurs qu'on peut connaître. J'ai vu également Yves Dembélé. Très bien. Voilà, on va essayer de passer J'ai la une parole question, à Herman, c'est surtout aux partenaires TV Orange. On voit que quand même, la TV Orange soutient, à travers Orange, soutient beaucoup cette industrie cinématographique. Pourquoi ce choix-là? Parce que vous êtes très présent. Et puis, quel est le partenariat, la présence de Live TV à vos côtés? Parce qu'on voit qu'à chaque fois, ça passe sur Live TV, ça passe aussi sur la TV d'Orange. D'accord, je pense que c'est une belle question. Mais nous, Orange, à travers la TV d'Orange, on croit fortement au cinéma ivoirien. Parce qu'on remarque que sur d'autres plateformes, on a accès à des contenus internationaux. Et nous, on a, par expérience, évalué la sensibilité du public ivoirien et on se rend compte qu'il est très friand de contenu local, de contenu ivoirien. Et alors, on se dit, pourquoi ne pas insister, pourquoi ne pas encourager, pourquoi ne pas donner les moyens à cette industrie-là de se développer afin de
au final, développer la culture ivoirienne et vendre la culture ivoirienne à l'extérieur. Donc, c'est principalement ces raisons-là qui nous poussent, nous, à accompagner le cinéma ivoirien. Très bien. Sur la deuxième question, concernant l'accompagnement de Life, c'est très important parce que Life est la première chaîne télé TNT locale à se lancer dans un modèle de coproduction avec la TV d'Orange. Et ce partenariat-là, il nous a permis d'avoir de très bons fruits avec des séries que j'ai pu citer tantôt. Et on croit fortement à ce partenariat et on espère pouvoir aider, contribuer à développer le cinéma ivoirien à travers ce partenariat. Quels sont les jours de diffusion sur votre chaîne? Nous sommes une plateforme qui, sur cette série-là, qui pratique de la vidéo à la demande. Du coup, tous les jours, sinon 48 heures avant Life. Donc, quand Life diffuse un épisode le lundi, nous, on l'a le samedi d'avant. Du coup, donc 48 heures avant chaque épisode en ligne sur Life, le programme est disponible à la demande sur la TV d'Orange et la TV d'Orange Web. Je dis TV d'Orange Web parce qu'effectivement, c'est un tout nouveau produit qu'on a mis à disposition pour permettre au public de la diaspora et au public des réseaux mobiles concurrents de pouvoir profiter des contenus exclusifs TV d'Orange. Très bien. Alain Guikou, je voulais juste ajouter, je suis timide, mais là, il y avait une superbe question. J'aimerais ici qu'on tire le chapeau à Orange TV. Parce que cette formule avec Life fait travailler tous les cinéastes ivoiriens. C'est une formule gagnante. Oui. Live TV et Orange travaillent avec tous les cinéastes indépendants. Je peux le répéter partout. Et vraiment bravo à Life, bravo à Orange. Très bien. Bah, écoutez, nous, on a eu beaucoup de plaisir à être avec vous. La première diffusion, ce sera donc le samedi 13 mai à partir de... Non, mais Christelle, tu es en retard. C'est déjà diffusé. Depuis pardon, le 13 mai, pardon. Alors, lundi 13 mai. Lundi 13 mai. Alors, déjà, les retours. En tout cas, moi, je suis confiant. Non, je ne demande pas au Réal. Bon, d'accord. TV d'Orange, TV d'Orange, déjà les retours, les commentaires. Nous sommes très séduits par les retours, par tout ce qu'on reçoit comme commentaires, comme avis. On se rend compte que les gens sont tellement imprégnés de la série qu'aujourd'hui, quand on fait un retour, quand on partage, on nous dit, ah ben tiens, tel personnage aurait dû faire ci, aurait dû faire ça. Et c'est vraiment la preuve que le public ivoirien s'est approprié cette série et est entré dans les personnages. C'est un public connaisseur. Exactement. Et ce qui est bon, c'est que c'est pratiquement la veille de la fête des mères. Exactement. Entre autres, pour le réalisateur, quels sont les moments forts de votre série que vous pouvez tout de suite identifier? On peut parler de la maltraitance aux femmes. Exactement. Les violences. La question du genre. Aux femmes, les questions du genre. Et aussi de la religion dans les couples. Parce que j'ai quand même touché, on a essayé de toucher quand même des sujets quand même sensibles. Mais que moi, je sais de tourner en dérision. Et que le message puisse mieux passer. Mais l'appel, enfin, cette partie où la petite fille appelle pour dire je cherche, enfin je sais faire une caricature, je cherche un époux pour ma maman, c'est un cri de cœur quand même, qui doit s'entendre au-delà de la vision de dérision et tout. C'est un cri de cœur parce que certaines femmes vivent cela en réalité. Voilà. Que ce soit pour le mari, l'époux ou un enfant. J'ai vu une dame qui expliquait à sa fille dans un supermarché que non, ici, on n'achète pas les bébés. Et voilà. Et c'est des thématiques, quand vous les mettez comme ça en film, vraiment merci parce que ça touche beaucoup et ça interpelle. Le message passe. Merci beaucoup. Un dernier mot à TV d'Orange et puis ensuite Alain Guikou. Pour terminer, nous aimerons inviter, sinon convier le public ivoirien à s'approprier vraiment ce contenu. Et nous souhaitons effectivement profiter de votre antenne pour insister sur le fait que désormais, les téléspectateurs à l'extérieur du pays, sinon qui constituent la diaspora, et les téléspectateurs des réseaux mobiles concurrents peuvent désormais avoir accès à la TV d'Orange à partir de la TV d'Orange Web. C'est simple, on va juste à partir d'un ordinateur ou d'un smartphone, on fait OTV. C'est simple, voilà, justement. Ça va venir, ça arrive. Désolé, voilà. Ok, donc je disais, c'est simple à partir d'un ordinateur, on a juste une URL qui est très simple à composer, c'est otvweb.orange.com. Très bien. Et à partir de laquelle on peut avoir accès au contenu de la TV d'Orange partout dans le monde et à partir des réseaux mobiles concurrents. Très bien. Bien entendu, l'application mobile TV d'Orange est toujours disponible et permet toujours d'accéder à ce contenu-là. Très bien, merci beaucoup. Alain Guikou. Thank you. Ouais, merci. J'aimerais dire au public d'aller à fond sur la série et que je pense qu'ils vont tirer
de très belles leçons. Ça se jouera aussi en salle plus déjà, tard. on a commencé. Vous merci, on a fini, Marius, on a terminé, s'il vous plaît. On a terminé. Merci Alain Guicou d'être venu. Merci Lino Kofi. Vous êtes le représentant de la TV d'Orange et Alain Guicou, réalisateur donc, de ce merveilleux film. Merci beaucoup. Et nous, on continue notre projet. Messieurs, rappelez-vous, la semaine dernière, Herman, on parlait ici du Centre international de médiation Félix Houphouët-Boigny dans le règlement des conflits. Marius Komowé, vous aviez posé des questions. Oui, est-ce qu'ils ne seront pas sous la coupole de certains partis politiques? Est-ce qu'ils seront neutres? Est-ce que plein de petites questions. Le président Est-ce qu'ils seront impartiaux? Le président du Centre international de médiation, Félix Houphouët-Boigny, est avec nous. Il s'agit de maître Yannick Dogo-Kouassi. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous allons maintenant prendre langue avec lui à l'effet de comprendre quelle est donc la vision de ce centre et surtout quelles sont leurs missions spécifiques. Messieurs, alors vous avez également vu avec moi que le jeudi 25 avril 2024 à Cocody, il y avait donc l'inauguration de ce centre. Maître, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Alors, nous, on va présenter un peu donc quelques images de ce centre. On a essayé de lever une petite discussion sur les missions. Est-ce que vous serez neutre? Est-ce que vous serez impartiaux? Quel sera votre rapport avec les partis politiques? Pouvez-vous nous présenter de façon concrète le Centre international de médiation Félix Houphouët-Boigny? Alors, le Centre international de médiation Félix Houphouët-Boigny est une institution de médiation, de règlement de conflits privée, une institution internationale de règlement de conflits. Alors, ce centre a 3 missions. La première mission de ce centre, c'est la formation. Donc, c'est dans ce centre que se forment tous les médiateurs professionnels depuis l'an dernier, puisque avant on les formait à un autre endroit, mais maintenant que nous avons notre centre, la formation se fait là. La deuxième mission, c'est la recherche. La recherche. Voilà. Parce que là, on s'est dit qu'aujourd'hui, nous sommes sur une discipline qui est toute nouvelle, c'est vrai, mais elle n'est pas aussi nouvelle que ça si on prend un peu les valeurs africaines. Donc, la négociation, c'est quelque chose qu'on connaissait chez nous en Afrique. Donc, on s'est dit qu'on a quelque chose à apporter au monde. C'est vrai qu'aujourd'hui, les formations se font par des Européens, mais aujourd'hui, on a quelque chose à apporter au monde, avec tout ce qu'on a dans nos traditions, etc. Donc, nous, on fera la recherche. Alors, on fera la recherche avec 2 grands centres de recherche internationaux. Alors, le premier centre, il est en France, il est basé en France, il est raccordé même à l'école professionnelle de la médiation et la négociation qui fait la formation. Et puis, le second, c'est l'ASCAD, qu'on connaît nous tous, c'est-à-dire les académiciens de Côte d'Ivoire. Et la troisième mission, c'est la pratique de la médiation. Alors, dans ce centre, on a tout ce qu'il faut pour mener la médiation. On a des salles, on en a même jusqu'à 10. Donc, on peut mener 10 médiations de façon concomitante. Sans qu'elles ne se gênent les unes. Voilà, on a 5 salles pour les médiations interprofessionnelles, enfin interpersonnelles, c'est-à-dire entre 2-3 personnes. Et on en a 5 autres pour les médiations de grande portée, c'est-à-dire communautaires, où il y a beaucoup plus de personnes, etc. et tout ça. Alors, on a tout ce qu'il faut, parce que pour mener une médiation, il faut un cadre adéquat. Alors, on a tout cela sur place, le calme, tout ce qu'il faut, etc. On a des salles qu'il faut. Donc, et puis, enfin, on a les médiateurs qu'il faut. Puisque en 9 années, on a eu à former 100 médiateurs. Pour la Côte d'Ivoire? Pour la Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire, très bien. Très bien. Alors, à ce niveau, par exemple, il est important de souligner qu'on a eu une grande longueur d'avance sur nos voisins. Voilà, parce que, si vous voulez, au niveau de la médiation professionnelle, on en a formé 2 au Burkina, on en a formé, je crois, 2 au Niger, 1 au Tchad, 5 au Cameroun, et puis je crois qu'au Sénégal, on commence à faire la formation. Très bien. Permettons donc à Herman de vous poser une question. Ok, moi, ma question, aujourd'hui, c'était pour parler dans le règlement des conflits. On a les institutions comme le médiateur de la République, les rois et chefs maintenant. Quelle est la place de ce centre-là auprès de ces 2 institutions? Est-ce que ce n'est pas une institution, un outil de trop? Quelle est la place de CIMED? Un outil de trop, le CIMED, vous voulez dire? Non, je dis, est-ce que le CIMED n'est pas un outil de trop auprès de la Chambre des rois ces 2 institutions et du médiateur de la République? Ces 2 institutions n'ont rien à voir. N'ont rien à voir.
Je vous dis déjà. Parce que, bon, la chambre des chefs des rois, à l'origine, je crois que pour leur création, ce n'était pas pour régler les conflits. C'est vrai qu'ils interviennent quand il y a le conflit, mais... Ça fait partie de leur mission. Voilà, ça fait partie de leur mission, mais ce n'est pas leur mission principale. Voilà, quand vous prenez aussi le médiateur de la République, le médiateur de la République, vous savez, c'est une institution politique. Voilà, qui n'a pas, j'allais dire, si vous voulez, la même façon de fonctionner comme nous. Nous, on fonctionne, on pratique la médiation pure, voilà, c'est-à-dire quand on intervient en médiation, le médiateur qui intervient est d'abord indépendant. Quand vous prenez le médiateur de la Il n'a pas de République, parti pris. Il est d'abord indépendant. C'est-à-dire il n'est pas sous l'autorité de l'une des parties. Deuxièmement, le médiateur est impartial. Il n'est ni proche de l'un, ni proche de l'autre. Vous estimez que le médiateur de la République n'est pas indépendant? J'arrive. Et enfin, le médiateur est neutre. Il est neutre. Il n'a pas d'appareil politique. Ce point est très important parce que la neutralité, c'est par rapport à la décision. Il n'intervient pas dans la décision. Quand un médiateur intervient dans un conflit, il fait de telle sorte que les parties elles-mêmes trouvent la solution à leur conflit. Et c'est ce qui est révolutionnaire dans la médiation. Parce que si vous voyez les autres modes de règlement de conflit qu'on connaissait traditionnels, soit c'est mode la tranche dans le conflit, dans ce cas c'est le juge, c'est l'arbitre, il s'appuie sur une règle de loi pour trancher dans le conflit. Dans votre cas, ce sont les parties elles-mêmes. Nous, c'est les parties elles-mêmes qui vont trouver la solution à leur conflit. Très bien. Quand vous prenez la conciliation et que vous prenez la négociation, ces personnes qui interviennent dans le conflit viennent pour proposer des solutions. Ce que ne fait pas le médiateur. Je reformule ma question. Quand vous prenez par exemple le médiateur de la République, lui, il fait des propositions. Il fait de la médiation, mais autrement. Bon, très bien. Si vous voulez. Voilà. Permettons aussi à Élisée. Élisée, allez-y. Oui. Ok, moi je voudrais juste revenir sur le bilan depuis votre création, ou du moins votre implantation en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, quels sont les... vous êtes à combien, je vais dire, d'affaires où la médiation a pu prendre en charge? Et puis, c'est de quelle nature? Est-ce que c'est des médiations d'ordre politique, sur des situations d'ordre politique? Est-ce que c'est des médiations sur des situations d'ordre personnel? Ou bien même, je vais dire, entre des individus et des entreprises? C'est quel type de médiation que vous faites en réalité? Alors, ce qu'il faut savoir déjà, que la médiation intervient dans tous les domaines. Tous les domaines, puisqu'il y a le conflit partout. La formation que reçoit le médiateur est une formation qui lui permet d'intervenir dans tout type de conflit. Tout type de conflit, cela est très important. Alors, si vous posez la question de savoir quels sont les types de conflits qu'on a l'habitude de voir, jusque-là, pour le dire, c'est le conflit interpersonnel entre les individus. En entreprise, on reçoit aussi la médiation à ce niveau-là. Parce que vous savez, les conflits en entreprise, ça peut être entre les salariés, ça peut être entre la hiérarchie et les salariés, ça peut être entre les patrons eux-mêmes, parce que quand il y a deux personnes qui créent une société, etc., il y a un moment où il peut y avoir des brouilles, etc. Et ça peut être entre deux sociétés, parce que soit ils sont comment ça s'appelle déjà, en concurrence, voilà, ou bien au niveau des textes, comment ça s'appelle, des contrats, ils n'arrivent pas à l'appliquer comme il se doit, etc. Donc, ces genres de conflits, on a eu à faire beaucoup d'interventions là-dessus. Aujourd'hui, vous en êtes en combien environ de médiation depuis votre implantation en Côte d'Ivoire? C'est la première question. Bon, en combien, je ne pouvais pas vous dire, on n'a pas fait les statistiques, ça il faut que je vous le dise, mais chacun d'entre nous reçoit des médiateurs. Justement, c'est pourquoi on a créé ce centre. Le centre a été créé justement pour pouvoir avoir une certaine cohérence dans tout ça. Parce que jusque-là, on avait formé les médiateurs, chacun était dans son coin, chacun exerçait dans son coin, tant bien que mal, mais aujourd'hui, on est dans une même maison. Dans notre maison maintenant, on peut faire tout ce que vous êtes en train de dire. D'ici la fin de l'année, tout ce qu'on aura reçu comme conflit sera comptabilisé, on fera un bilan comme il se doit. Très bien. Marius? Alors, merci beaucoup. Je salue véritablement votre initiative. Merci. Je voudrais donc savoir quelle est la place de l'État dans le fonctionnement de ce nouveau centre et en plus, quelle lecture le centre fait de la politique nationale de réconciliation réclamée à corps et à cri par certaines populations, comme si le peuple de Côte d'Ivoire était en conflit. Bon, quand vous dites la place de l'État, vous pouvez pas dans le fonctionnement ou bien dans le fonctionnement, et également dans le financement. Bon, dans le financement, on n'a pas de financement de l'État. Oui, puisque à c'est une institution privée internationale. En tout cas, on n'a pas de financement de l'État. Voilà. Au niveau du fonctionnement aussi, l'État n'intervient pas, puisque c'est privé, c'est ceux qui ont créé leur maison qui le gèrent. Voilà. Et justement, pour garder cette indépendance, comme on l'a dit tout à l'heure, au niveau de la posture du médiateur, on a justement, c'est nous-mêmes qui nous autofinançons.
Voilà, de telle sorte à rester, j'allais dire, indépendant, à rester impartial et puis à rester aussi neutre dans la prise de décision, comme le recommandent tous les textes sur la médiation. Votre lecture sur la réconciliation? Votre lecture sur la réconciliation? Telle qu'elle est menée. Oui, telle qu'elle est menée. Bon, on avance. Hein. Je crois on a encore beaucoup à faire. C'est normal. Voilà, c'est un pays qui sort de là où nous venons aujourd'hui. C'est pas facile. On a encore beaucoup à faire, mais on va y arriver. Et justement, la création de ces centres va jouer beaucoup. Oui, surtout. Voilà. Et vous suivez notre regard. Nous, on fera beaucoup de sensibilisation. Très bien. Parce que là, il y a une question qui m'a été posée avant cette émission. On m'a dit, mais est-ce que s'il y a une crise majeure, vous pouvez vous autosaisir? Non, nous, on ne peut pas s'autosaisir. Dans nos fonctionnements, on ne peut pas s'autosaisir. Une partie devrait vous saisir. C'est une partie qui doit nous saisir en conflit. Une partie, parce que la médiation est volontaire. C'est ça la particularité avec les autres modes de règlement. C'est volontaire. Il faut que les deux parties soient d'accord pour qu'il y ait médiation. Donc, si une partie nous saisit pour la médiation et que l'autre partie ne veut pas la médiation, il n'y aura pas de médiation. Très bien. Donc, il faut que les deux parties acceptent. Barry? Voilà. Alors, je voudrais savoir comment se passe votre partenariat avec la SCAD, qui est une institution d'excellence d'anciens universitaires et d'anciens hommes de culture. Comment est-ce que vous avez construit le partenariat? Est-ce qu'ils vous fournissent des formateurs? Est-ce qu'ils vous mettent à disposition des moyens pour des publications scientifiques? C'est ma question, en fait. C'est un partenariat très stratégique qu'on mène avec la SCAD. Elle est beaucoup plus intellectuelle. Voilà. Donc, comme vous l'avez dit, ils mettent à notre disposition tous les savants qu'ils ont laissés. Voilà. Quand on a un travail à faire, on n'a qu'à demander. Et le domaine dans lequel ce savant se situe, on nous met en contact avec la personne pour faire du travail. Donc, à ce niveau-là, ils font beaucoup. Ils font beaucoup pour nous. Et c'est pourquoi, justement, on a signé ce partenariat avec eux et qui marche très bien, d'ailleurs. Voilà, donc au niveau de la formation, on pourra même les solliciter pour certains types de formation. Parce que vous voyez, la formation jusque-là est venue de l'Europe. On doit y inclure un certain nombre de choses. De réalité africaine. Voilà. Et dernièrement, on discutait avec le professeur Amoy Hubin, voilà, qui nous disait, par exemple, la diplomatie traditionnelle, voilà, qui pourrait peut-être enseigner désormais au cours de la formation, pour qu'on apprenne, j'allais dire, on apprenne que les réalités qui existent, les valeurs qui existent chez nous, qu'on peut utiliser dans la médiation. Parce qu'une médiation qu'on mène entre deux Africains, ce n'est pas la même chose entre deux Européens parce qu'on a nos réalités. Merci. Voilà, on a notre façon. Oui. Merci en tout cas, Maître Yannick Dogo-Kouassi, d'être venu éclairer nos lanternes sur ce centre international de médiation. Félix Houphouët-Boigny, vous l'avez dit, c'est un centre privé qui ne dépend ni de l'État, ni d'aucun parti politique. C'est vrai, ils étaient donc à l'ouverture, à l'effet évidemment de savoir que vous existez, mais ils n'ont aucune influence dans tout ce que vous allez faire et que deux partis en conflit devraient en tout cas pouvoir vous saisir. Vous n'avez pas le droit de vous auto-saisir. Merci d'être venu, Maître. Merci. Et restez à l'écoute parce qu'on aimerait en tout cas vous avoir de temps en temps pour parler de médiation. Oui. Merci Ce que peut-être je peux ajouter deux mots, c'est de dire que le centre, il est ouvert, et il est ouvert au public et vous pouvez le saisir lorsque vous avez n'importe quel type de conflit. Très bien, merci beaucoup d'être venu. Nous sommes prêts. Merci d'être avec nous. Nous sommes à la seconde partie de ce temps d'antenne. Nous sommes à plus de notre. Monsieur, nous sommes à l'antenne, monsieur Komoé, donc veuillez vous tenir. Nous allons reprendre donc le cours de notre projet. Je disais que nous étions donc à la seconde partie de ce temps d'antenne. Et la bonne nouvelle, c'est que 90% des salariés Côte d'Ivoire verront donc leur traitement et salaire connaître une augmentation. L'État perdra donc à ce sujet-là 39 milliards de ressources, ce qui représente quand même un coût fiscal. Selon donc les propos des... Je me reprends. Selon donc les propos des membres de l'État qui présentaient ce projet, il est donc important de permettre aux populations. Pourquoi ce projet a été fait? Il a été fait pour que les populations puissent permettre en général donc d'avoir beaucoup plus de ressources et faire face aux charges de leur famille. Voici la vision du gouvernement quant à la réduction donc, des impositions fiscales sur le salaire. Aujourd'hui, on a une seule ligne. Marius Komoé, commençons donc avec vous. À l'époque, nous avions 3 lignes. La première, donc, l'impôt sur les salaires, la contribution nationale et puis les familles IGR, l'impôt sur le revenu. Aujourd'hui, l'État dit non. Il faut que les Ivoiriens aient la capacité de pouvoir bien s'occuper de leur famille. On fait donc une seule ligne. Pouvons-nous avoir de plus amples informations sur le sujet? Alors, il faut dire que c'est depuis le 13 septembre 2023 que le gouvernement ivoirien a adopté donc cette nouvelle réforme des impôts
sur les traitements et salaires par ordonnance numéro 2023-719. Alors, c'est une réforme qui est le fruit de nombreuses discussions entre le ministère en charge du budget, le patronat et les instances syndicales depuis 2017. Les objectifs recherchés par la réforme sont de plusieurs ordres. Premièrement, la simplification du calcul de l'ITS, c'est-à-dire l'impôt sur les traitements et salaires, par l'instauration d'une méthode de calcul unique. Ensuite, le renforcement de l'équité entre les différents salariés, notamment par l'introduction d'une tranche à taux nul et d'un mécanisme de réduction d'impôts pour les charges de famille. Enfin, l'augmentation du pouvoir d'achat des salariés par l'augmentation du revenu net perçu par les salariés les plus faibles. On va donc expliquer rapidement, Marius. Alors, pour rappel, il faut dire tout simplement que l'impact d'une telle mesure sur le budget de l'État est estimé à 39 milliards de nos francs. Oui, je l'avais dit, oui. Et comme vous l'avez souligné. Et donc, de ces 39 milliards, il faut dire que cela touche 94% des salariés du secteur privé, qui verront une augmentation de leur pouvoir d'achat dans l'ordre de 24,1 milliards. Également, 99% des fonctionnaires du public avec une augmentation du pouvoir d'achat de l'ordre de 15,6 milliards de francs CFA et 100% des fonctionnaires retraités verront une augmentation de leur pouvoir d'achat de 0,7% de milliards de francs CFA. Comment vous avez lu tout ça avant qu'on ne parle avec Zadine Ndiaye? Je demandais en fait comment est-ce que les populations devraient comprendre cette mesure. C'est ce que je demandais. Eh bien, tout simplement, les populations doivent comprendre qu'en faisant cette réforme, l'État envisage donc d'augmenter le pouvoir d'achat des fonctionnaires tant dans le public que dans le secteur privé. Ce qui veut dire qu'en Côte d'Ivoire, un fonctionnaire dont on dit être en activité et qui est à sa charge plus d'une dizaine de personnes, pourra donc en améliorant ses conditions salariales, améliorera également ses conditions sociales, en améliorant évidemment les conditions de ceux qui sont assujettis à son pouvoir d'achat. On part au téléphone avec Zadine Ndiaye, qui est donc le président. Vous le savez, l'homme est très impliqué dans les histoires, dans les présidents de la plateforme, donc des fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Il nous donne son avis sur la question. Monsieur Zadine Ndiaye, bonsoir. Bonsoir. Oui, alors comment est-ce que vous réagissez à cette nouvelle? Est-ce que cela vous réjouit? Je voudrais d'abord rappeler que la réforme sur le système d'imposition fait partie des revendications des organisations syndicales, revendications qui avaient été soumises au gouvernement en 2017. Et dans cette revendication, nous demandions la suppression de la contribution nationale, qui est le troisième impôt sur le salaire des fonctionnaires. Tout à fait. À l'arrivée, le gouvernement a mis en place une réforme du système d'imposition qui transforme les trois impôts en un seul impôt, qui devient donc l'impôt sur traitement et salaire, ITS. Je n'ai pas encore eu le document qui est sorti de l'Assemblée, mais pour le peu que je sais, c'est que ce que nous avions noté, c'est que cette réforme n'allait pas véritablement dans le sens de ce que nous avions demandé. Ah bon, pourquoi? Nous avions demandé la suppression de la contribution nationale, une réforme du système d'imposition qui aboutirait à la suppression de la contribution nationale, qui allait induire par ricochet un relèvement des salaires. Oui. Or, pour le peu que je sais, en attendant de bien lire ce qui a été proposé, mais si c'est la même proposition qui est apparue vers la fin de l'année 2022-23, je pense que les fonctionnaires avaient déjà émis des réserves et les syndicats ont émis des réserves estimant qu'ils n'ont pas été associés à la réforme. Lors des négociations de 2022, le gouvernement nous avait présenté cette réforme et nous avions demandé que nous puissions aller plus loin pour mieux comprendre le système qui était très technique. Finalement, cette rencontre n'a pas eu lieu et la réforme a été mise en œuvre. Aujourd'hui, c'est devenu une loi. Et hier, au mois de février, lors du bilan de la trêve sociale, les organisations syndicales ont encore demandé une rencontre avec le ministère de l'Économie et des Finances pour mieux comprendre la réforme et faire des propositions, parce que certains de nos camarades avaient noté qu'au lieu d'entraîner un relèvement du salaire ou au moins de préserver les prélèvements anciens, ils ont noté une baisse des salaires. Donc nous avions souhaité qu'il y ait une rencontre entre les syndicats et le gouvernement pour mieux comprendre la réforme
et faire nos propositions. Malheureusement, on n'a pas été associés et aujourd'hui, on nous parle d'une loi qui est sortie, donc qui est rentrée dans le marbre. Et ça, pour nous, je ne peux pas dire que nous sommes satisfaits parce qu'on n'a pas été associés à cette réforme. Très bien. Alors, voilà. Marius, laissons Monsieur Zadingenga, est-ce que vous avez d'autres éléments à rajouter avant qu'on ne puisse prendre l'avis de nos amis sur le plateau? Est-ce que cela pourrait ouvrir une porte de discussion? Est-ce que vous allez chercher à négocier avec le gouvernement à l'effet de revoir? Oui, nous sommes dans l'attente parce que le ministre de la fonction publique, ministre d'État, nous avait promis une rencontre avec le ministère de l'Économie et des Finances. Parce qu'on a noté que certains de nos camarades ont vu une réduction du salaire. Parce que pour nous, toute réforme qui entraîne une réduction des salaires, même de 5 francs, est une remise en cause des acquis des travailleurs. Aucune réforme ne doit venir et réduire les salaires des fonctionnaires. Alors quand on nous dit que 90% des salaires vont être révalorisés, mais les 10% qui perdent quelque chose sont nos camarades, sont nos militants, et nous devons les défendre. La réforme ne doit pas remettre en cause les acquis. Elle doit les améliorer ou les préserver à tout le moins. Voilà ce que je puis dire sur cette question. Très bien. Merci infiniment, M. Zadingenga. Et puis, je pense qu'on va apprécier, donc, on va donc suivre ce dossier de près. Messieurs, réaction. Herman, réaction. Pour moi, 99% des fonctionnaires seraient bénéficiaires de cette réforme. 96% des travailleurs du privé seraient bénéficiaires. Moi, d'abord, ça m'amène à 2 points d'analyse. Pour un effectif de fonctionnaires en Côte d'Ivoire qui est environ de 300 000 fonctionnaires, on a ce cadeau de 39 milliards pour ne même pas intégrer le million de travailleurs du privé. Ça nous revient en moyenne 130 000 francs CFA par an par fonctionnaire de l'État. Les 130 000 francs CFA, si on divise par 12, on est à peu près 10 900 francs CFA. On peut générer 11 000 francs de plus sur leur salaire par mois. Deuxième chose, le ministre estime que les gains de la réforme doivent nous permettre d'augmenter notre consommation. Mais il faut rappeler à M. le ministre que ses concitoyens veulent également épargner, n'est-ce pas? Parce que ça aussi, c'est un objectif lorsqu'on a un salaire. Mais lorsqu'on a, à ce sujet, nos épargnes sont relevées à 3,5% en termes d'intérêt qu'on peut avoir. Oui, je vais finir là. Pendant que le taux d'inflation est aujourd'hui, 2023, la note c'est 3,5%. Ça veut dire que l'inflation absorbe cette possibilité d'épargne que pourraient faire les fonctionnaires. L'un mis dans l'autre, je crois que 11 000 francs CFA qu'un fonctionnaire gagne en plus sur son salaire, puisqu'on nous parle de 39 milliards de cadeaux, c'est bon à prendre, mais on connaît tous les charges qui augmentent, si on ne prend seulement, ne serait-ce que l'aspect, c'est la facture de l'électricité. Combien on a en termes d'augmentation sur nos factures? Je crois qu'ils n'ont qu'à encore discuter avec les centrales syndicales pour trouver quelque chose Élisée Boloubeu, on a donc entendu ensemble, M. Zadingenga, donc président de la centrale nationale, la plateforme nationale, qui estimait que, bon, il n'a pas encore bien le document, mais il devrait être associé, mais non, enfin, on espère que la place de la discussion va continuer, mais comment est-ce que vous voyez tout ceci? Bon, se mettre en place, du moins. Non, mais moi quand j'écoutais le président Zadingenga, ses propos m'ont un peu interpellé, en ce sens que, surtout quand il parlait du fait qu'ils ont des amis qui auraient dit qu'ils auraient constaté une baisse de salaire. Tout à fait. Mais une loi qui est prise hier, qui n'est même pas encore entrée en vigueur, comment elle peut être déjà appliquée sur les salaires? Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Voilà. C'est-à-dire une loi qui est prise hier, en commission d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il n'est même pas, qu'il ne fait pas, et qui déjà est en train d'être, n'est même pas encore déjà en train d'être appliquée. Non, il faut qu'il demande bien à ses amis, cette ponction-là a été faite sur quelle base? Il faut qu'on voie ça d'abord. Il ne faut pas déjà qu'on puisse mettre, je vais dire, les charrues avant les bœufs. Moi, je pense que c'est une question vraiment de logique. On ne peut pas commencer à ponctionner des gens alors qu'une loi n'est pas encore entrée en vigueur. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça, déjà, il faut qu'on soit un peu clair là-dessus. Maintenant, sur la question de, même si, comme le disait, 90% ou 99% des fonctionnaires bénéficient de la prime, de cet avantage-là, même si c'est 1% et autres, tout ça, ils considèrent que ce sont leurs amis. Mais je pense aussi qu'il faut prendre la peine quand même de, comme il dit, n'a pas lu le texte, je le concède, mais c'est très spécifiquement des choses spécifiées ici, c'est clairement spécifié ici. Le pourcentage 1 là, du côté des fonctionnaires, les 4% du privé, c'est ceux qui ont un salaire de plus de 800 000. Plus de 800 000. Quand on connaît la fourchette des salaires en Côte d'Ivoire, c'est ceux qui sont logés à la meilleure enseigne, en réalité.
C'est ceux qui sont vraiment logés à la même enseigne. Et quand vous allez prendre la question d'imposition, prend en compte l'aspect de la solidarité nationale. C'est-à-dire ceux qui ont beaucoup plus, logiquement, doivent accepter de faire des efforts pour que ceux qui ont moins puissent en avoir aussi. C'est une question de principe et c'est ce qui se met dans toutes les économies, dans tous les États. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut comprendre, à mon avis. Très bien. En tout cas, le sujet va s'ouvrir avec de plus amples détails. Il y a un point essentiel. Il y a un point, on va le refaire en semaine, rassurez-vous, on n'a plus le temps. Il y a un point, mais il y a un point de santé nationale aussi qui se positionne en ce moment. Il faut qu'on réfléchisse là-dessus, notre invité est déjà là. Mais je voudrais rassurer tous les téléspectateurs. La semaine prochaine, ce sujet viendra encore sur la table. Il est assez chaud, il faut bien comprendre. Le temps que Zadi Nganya puisse prendre connaissance des documents, c'est très important. Il puisse lire le document. Et puis nous revenir à l'effet donc de nous expliquer si on s'était trompé ou pas, ou si l'État allait un peu trop vite ou pas, on verra bien. Mais en tout cas, merci pour vos recherches, Marius Kombo, merci beaucoup. Je voudrais, avec vous, qu'on puisse parler maintenant de cette peste porcine africaine. Quel risque pour les éleveurs et les populations? Vous le savez, le bruit est grand, il y a donc cette... On va le faire venir, il s'agit de M. Vessali Kalo, qui est directeur des services vétérinaires. Voilà... Il va s'asseoir et on va parler avec lui maintenant de cette maladie. Enfin, j'aime pas trop dire, on dit maladie aussi pour les animaux. Oui, enfin, voilà. Cette maladie qui fatigue les consommateurs du porc en Côte d'Ivoire. Cette épidémie, qu'en est-il? Après certaines lectures, on constaterait, vous allez donc nous le confirmer ou l'infirmer, que l'humain peut le déguster, peut continuer à manger son porc. Il ne sera pas contaminé, mais en même temps, en tant que bon Africain, on se dit, bon, il faut le laisser d'abord, le temps que tout se passe bien, et puis on revient. Alors, faites-nous un état des lieux aujourd'hui. Que se passe-t-il? Alors, comme vous l'avez si bien dit, c'est une peste porcine. Et une peste porcine qui a été détectée dans 3 zones. Autour d'Abidjan, c'est Songon, nous avons Boaflé et Daloa. Songon, Boaflé, Daloa. Donc, ce sont ces 3 zones-là qui sont affectées par la maladie. Alors, quand on parle d'une peste, comme son nom l'indique, c'est une maladie, ici, dans ce cas précis, c'est une maladie virale qui affecte les porcs spécifiquement, c'est-à-dire des porcs sauvages ou domestiques. Si vous avez des facouchères, ils peuvent contracter la maladie. Si vous avez, bon, ici, on n'a pas de sangliers, s'il y a des sangliers, ces animaux-là peuvent contracter la maladie. Aussi la maladie. Et la maladie va tellement vite qu'elle peut, en 1 semaine, 2 semaines, tuer 100% du cheptel que vous avez. Et deuxième spécificité de cette maladie, il n'existe pas de traitement. Il n'existe pas de traitement. Ni de vaccin. Donc le cheptel est destiné à mourir. Le cheptel est destiné à mourir dès que l'animal contracte la maladie. Mais la bonne nouvelle pour les humains, c'est que c'est une maladie, c'est un virus qui est spécifique au porc. Même la chèvre qui est dans l'élevage ne pourra pas contracter la maladie, à plus forte raison l'homme. Donc la maladie n'est pas transmissible à l'homme. Alors vous voulez nous dire que cette peste porcine-là décime le cheptel donc des porcs, mais les humains peuvent continuer à le manger comme on le voit et tout. Manger de la viande qui ne provient pas des zones affectées. Pourquoi? Ça, c'est la bonne question. Donc on rappelle les zones affectées. Vous avez dit Songon, Boaflé et Daloa. Songon, c'est pratiquement Abidjan. Oui, Songon, c'est Abidjan, c'est dans le district d'Abidjan. Oui. Il faut comprendre une chose. Bien que la maladie ne soit pas contagieuse pour l'homme, le virus est très contagieux pour les porcs. Le virus est résistant dans l'environnement. Le virus est résistant dans les produits porcins, que ce soit la viande, tout ce qui est liquide biologique qui sortira du porc. Alors la difficulté ici, ou bien l'élément clé, c'est comme nous avons affaire à une gangrène. Une gangrène. Une gangrène ne se traite pas et vous avez une seule solution, c'est de couper l'organe affecté. Quelle est la cause de cette peste porcine? La cause directe, c'est le virus. Maintenant, la question, comment ce virus apparaît? Voilà, comment le virus est apparu. Ici, ça a commencé déjà à Daloa. Ensuite, Boaflé. Et puis, Songon. Quand on fait l'investigation épidémiologique, le cas des Dalois, vous voyez, les éleveurs aujourd'hui, beaucoup veulent faire de l'élevage sans respecter les mesures sanitaires.
Faire de l'élevage, c'est comme si vous déposez de l'argent dans une banque. C'est votre épargne, en fait. Donc, vous n'allez pas déposer de l'argent sur la bonne dame qui va au marché qui dit « je fais une tontine ». Si elle dit « il y a un feu », c'est fini, vous perdez votre argent. Donc, vous allez mettre des garanties, vous allez aller dans une vraie banque. L'élevage, on met 1 million, on met 2 millions, mais il y a un minimum de choses à respecter. Alors, d'Alois, c'était le cas. Une dame qui veut s'approvisionner en porcin, et malheureusement, pour elle, elle va dans l'endroit le plus insalubre. Donc, les entrepreneurs qui donc, ont vu que ce business était juteux ne prennent pas, en réalité, selon vos dires, toutes les mesures pour bien entretenir donc, leur cheptel. Mais il y a de très bons éleveurs en Côte d'Ivoire. Bien sûr, un bon éleveur. Il y a de très bons éleveurs. Même dans la même zone de Dalois, quand on a un cas, on a un rayon de 3 km autour du cas où il faut abattre. C'est ce qu'on appelle la zone de protection. Mais au-delà de ces 3 km, on dresse encore un rayon de 7 km qui est nommé la zone de surveillance. Et là, on surveille les animaux pendant 6 mois. S'il n'y a plus de nouveaux cas, l'infection est levée et l'activité reprend tranquillement à condition de bien désinfecter la zone. Alors, on ne veut pas qu'il y ait des déplacements d'animaux de la zone de protection vers d'autres élevages. C'est comme ça que ça s'est passé. Ceux de Dalois, notamment, dès qu'on a annoncé que la maladie existe, au lieu de prendre des mesures de protection, qu'est-ce qu'ils font? La nuit, ils ont évacué vers Boisflé. Boisflé, malheureusement aussi, c'est une maladie. Hein, c'est comme une grossesse. Au début, on ne voit pas, mais ça finira par se ressentir. Et donc, Boisflé aussi, certains éleveurs véreux, notamment, arrivent à Songon. Quel est le problème de Songon? Si vous suivez l'actualité, en décembre 2022, décembre 2021, j'ai effectué une opération d'abattage clandestin. C'est ce qu'on appelle la surveillance renforcée en période de forte consommation. Et à Songon, on avait déjà saisi 17 porcs, autour de 1,7 tonnes de viande. Pourquoi? C'est un abattage clandestin, vous abattez sans inspection vétérinaire. Alors, on leur a dit ce jour-là, le danger chez vous, dès qu'un éleveur aura une maladie, il viendra vers vous. Ce n'est même pas les animaux de Songon qui sont abattus là. Là encore, je peux comprendre, à la limite, que vous abattez vos bêtes. Vous partez chercher des animaux. Ce jour-là, c'était des animaux qui venaient d'Abbeville. D'Abbeville. Et une des bêtes avait la tuberculose, malheureusement. Donc, vous voyez que quand vous êtes vous-même, vous vous exposez en intégrant un abattage clandestin dans une zone d'élevage. On a descensé plus de 200 éleveurs dans cette zone. Donc, vous ouvrez une porte pour l'introduction du virus et ça éclate. Le premier cas, il a perdu 100 porcs en moins d'une semaine. 100 porcs, c'est là qu'il a semé la lettre. Très bien, permettons à Barry d'intervenir. Alors, j'ai une à deux questions. Ma première question, c'est le nom même du virus, peste porcine africaine. Parce que par le passé, on a entendu parler de la peste porcine ou de grippe porcine, je ne sais plus, ce n'est pas mon truc. Mais je veux savoir, quelle est la particularité de ce virus-là qui le différencie aux autres virus qui avaient été détectés? Deuxièmement, tout à l'heure, vous avez parlé de salubrité dans le cadre de l'élevage. Est-ce que ce ne sont pas les facteurs sociologiques que vous ne prenez pas en compte souvent? Parce que dans le narratif populaire, moi j'entends souvent dire que les gens disent comme ça banalement que le porc c'est un animal qui aime la saleté. Ça peut paraître banal, mais c'est une représentation sociale. Est-ce que ce n'est pas ces paramètres-là sur lesquels il faut plus axer la sensibilisation? Parce que là, vous avez cartographié 3 zones qui ne sont pas dans le même espace géographique. Très bien, il va répondre à la question. Alors, la première question, vous avez parlé de plusieurs types de maladies. On a la peste porcine classique. D'accord. Qui se trouve beaucoup plus en Europe. Et même la maladie se transmet par voie respiratoire. Et nous avons la peste porcine africaine. Il nous reste 3 minutes. Qui est beaucoup plus orientée vers l'Afrique ici. Et donc, qui se transmet par le contact. Et puis, il y a la grippe porcine. Donc, c'est différent. Et cette peste porcine africaine, qui était africaine, mais aujourd'hui, touche 53 pays dans le monde. Donc, tous les continents, aujourd'hui, sont affectés par la peste porcine. Donc, ce n'est pas un problème spécifique à l'Afrique aujourd'hui, c'est un problème mondial. Alors, le deuxième cas, l'aspect socio-anthropologique, le porc, contrairement à ce qu'on pense, quand on a un désordre dans un ménage, on dit que c'est une porcherie. Non, la porcherie doit être bien tenue. Le porc est un animal, par exemple, qui ne mange pas où il a fait caca. Contrairement à d'autres animaux, ils font caca et ils mangent là-bas. Bon, pour ce sera plus sympa. Voilà. Voilà. Donc, vous dites que, contrairement à ce qu'on pense, il y a un minimum, il a besoin d'humidité parce qu'il transpire, donc il cherche l'eau pour aller se rafraîchir. Ce n'est pas l'eau sale forcément. Mais s'il n'a pas le choix qu'il y a la boue, et ça permet aussi d'éliminer certains tiques et autres. Mais s'il n'y a pas de tiques dans votre élevage, le porc ne va pas chercher à aller vers la boue. Il a besoin d'humidité. Très bien. Élisée?
OK. Il nous reste une minute. Oui, juste 5 minutes. Je vous ai dit, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez rassurer les populations ivoiriennes que les foyers de peste sont circonscrits et que, donc, en dehors de ces foyers, les autres, on peut considérer que c'est des secteurs sains? Alors là, c'est surtout ça, le plus important. Détection rapide, riposte rapide. Si vous prenez le cas de Songon, mercredi, samedi, on a commencé à battre en moins de 3 jours. Les foyers sont bien identifiés, sont bien maîtrisés. C'est vrai, on ne peut pas maîtriser à 100%, mais le système de surveillance est en alerte. Et les autres réseaux de distribution, quand vous regardez, c'est moins de 10%. On a plus de 600 000 bêtes. On sommes autour de 7 000 animaux abattus. Donc, le reste du cheptel n'a pas de problème. Et donc, il faut simplement respecter le circuit normal d'approvisionnement. Un porc qui est sur le marché doit passer par un abattoir. Et donc, c'est à nous tous de faire des efforts. Aussi bien les éleveurs, mais aussi les consommateurs en choisissant des animaux qui viennent du circuit normal. Très bien. Alors, rapidement, donc, on termine le taux. On a perdu combien pour les éleveurs? Ça s'élève à combien de francs CFA au niveau? Aujourd'hui, on ne peut pas donner exactement les chiffres. Quand vous prenez ne serait-ce que les 7 000, vous êtes déjà à plusieurs millions. 7 000 porcs, je multiplie en moyenne, parce qu'on tient compte, il y a des verras, il y a des petits dedans. Mais si je mets une moyenne de 70 000 francs par rapport, vous êtes déjà à près de 49 millions. Voilà. C'est vrai que ce n'est pas votre domaine. Ça, c'est vraiment le... Non, parce qu'il faut finir, parce qu'il y a l'impact indirect. Très bien. Ça agit aussi sur les charcuteries, l'industrie. Oui, bien sûr. Je voulais parler d'un autre sujet. Okay. C'est vrai que ce n'est pas votre domaine, mais quand ça se passe ici, est-ce que vous avez des échos? Est-ce que ces entrepreneurs-là seront peut-être accompagnés à l'effet de recommencer? Est-ce que vous avez des échos là-dessus? Ça, c'est le plus important pour nous. Dans toutes les stratégies de lutte contre les maladies animales, l'indemnisation est un élément central de la stratégie. Si vous n'indemnisez pas, personne ne va rapporter et la maladie va se propager. Je donne un seul exemple. Mondoukou, 2021, on a abattu de la volaille pour raison de grippe aviaire, 134 éleveurs. En août 2021, l'opération est finie en début septembre et en décembre, ils ont reçu 700 millions de francs CFA. Ça, c'est 490 millions de francs CFA. Très bien. Pour ceux qui nous regardent, qui sont peut-être à Agboville ou enfin, à Boisflé, à Daloa, comment ils font pour rentrer en contact avec vous? Peut-être pour mieux pour en savoir davantage sur l'indemnisation, par exemple. Alors, nous avons un numéro vert, le 800-238. 800-238. Merci, merci infiniment. Monsieur Vessali Vessali Kalo, vous êtes le directeur des services vétérinaires et vous étiez là pour nous parler donc des risques pour les éleveurs et les populations. Le conseil, c'est que les populations puissent acheter le porc dans les circuits autorisés, un abattoir ou une charcuterie, vraiment quelque chose de bien élaboré. Même les femmes de Gabi, elles font de la bonne viande. Okay, il suffit d'observer, de rechercher l'estampille. Les femmes de Gabi, c'est où? Gabriel Gare. D'accord. Les partisans connaissent mieux, ils ont compris le message. Merci beaucoup. On se retrouve donc la semaine prochaine. Merci à tous. On est dans le rush en cours. La semaine prochaine, ça sera une belle semaine. Dieu nous garde. Allez, bye.